Selon le Bureau d'assistance à la justice, il y a actuellement 240 000 homicides non résolus à travers les États-Unis. Bien que ce soit un nombre massif, grâce aux innombrables nouveaux outils disponibles pour les forces de l'ordre, de la généalogie génétique à la MVAC, nous assistons à des percées après des percées dans des affaires qui ont été laissées en suspens pendant des décennies. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires glaçantes récemment résolues. J.B. Bisley et Tracy Alert. J.B. Bisley et Tracy Alert étaient des étudiantes de 17 ans de Dauphin, Alabama, quand elles ont disparu le 31 juillet 1999, après avoir quitté leur maison pour aller fêter l'anniversaire de J.B. en assistant à une fête dans une ville voisine. Cependant, en route pour la fête, elles se sont perdues, se retrouvant dans la ville d'Ozark à plus de 20 miles de distance. Vers 11h35 du soir, Tracy a appelé sa mère, Carol Roberts, depuis une cabine téléphonique et a expliqué que les deux étaient déjà perdus et avaient un besoin d'indication pour rentrer chez elle. Carol se souvient qu'elle ne parlait pas comme si quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucune peur ou quoi que ce soit dans sa voix. Nous avons exprimé notre amour mutuel et je suis allé dormir. Cependant, le lendemain, Carol a appris que la jeune fille de 17 ans n'était pas rentrée et les alarmes ont commencé à sonner. Elle a signalé la disparition de Tracy. De même, lorsque les Bisley ont découvert que J.B. n'était pas revenu, ils ont contacté les autorités. Plus tard dans la journée, la Mazda 9 129 noire de 1993 de la famille Bisley, que J.B. conduisait lorsque les filles ont disparu, a été découverte dans le secteur de l'avenue Herring à Ozark. C'est ici que les pires cauchemars des deux familles sont devenus réalité. Les corps de J.B. et Tracy étaient dans le coffre de la voiture. Les deux filles sont mortes après avoir été abattues l'une à la tête, tandis que l'acide désoxyribonucléique, découvert sur les vêtements et les sous-vêtements de J.B., a suggéré aux enquêteurs qu'elle avait été agressée sexuellement avant sa mort. L'arme du meurtre n'a jamais été retrouvée. Les meurtres dévastateurs ont conduit la police à mener plus de 500 entretiens et un test acide désoxyribonucléique sur environ 70 suspects potentiels. Les autorités ont mis en place une ligne d'information et offert 15 000 $ de récompense pour toute information menant à une arrestation dans cette affaire. Bien que des pistes aient été reçues ici et là, rien de concret n'a jamais émergé. Encore et encore, les espoirs ont été soulevés puis rapidement anéantis lorsque de nombreuses fausses confessions ont surgi pour être finalement prouvées fausses. Un habitant d'Ozark a affirmé qu'un homme avait rencontré les filles lorsqu'elles s'étaient arrêtées à une station Chevron sur East Broad Street, mais il a rapidement été découvert que l'habitant mentait dans le but de réclamer la récompense. Pendant ce temps, un homme du Michigan a avoué être responsable des meurtres, mais cela s'est avéré être faux lorsque son acide désoxyribonucléique ne correspondait pas à celui qui a été trouvé sur les lieux. Malgré la couverture médiatique nationale, l'affaire a rapidement perdu de son intérêt. L'affaire est restée dormante pendant 2 décennies jusqu'en août 2018, lorsque les enquêteurs d'Ozark ont fait appel à Parabon Nanolabs pour aider à résoudre le crime. Parabon Nanolabs est peut-être mieux connu pour son unité de généalogie génétique qui a aidé à identifier des dizaines de Jane et John Does, ainsi qu'à identifier le tueur du Golden State, Joseph James D'Angelo. Parabon Nanolabs a réussi à aider les enquêteurs à mettre un nom sur leur suspect en testant l'acide désoxyribonucléique trouvé sur les lieux du crime. L'équipe de généalogie a fourni aux autorités une liste de noms de famille qu'ils pensaient de pouvoir se trouver quelque part dans l'arbre généalogique du suspect, l'un de ces noms étant McCraney. Bientôt, un membre de la force de police se souvint avoir été à l'école secondaire avec Coley McCraney, et il fut donc approché et invité à faire un test acide désoxyribonucléique. À l'époque, McCraney était un chauffeur de camion de 45 ans sans casier judiciaire. Selon les rapports, il était aussi un prédicateur à temps partiel qui avait fondé l'organisation à but non lucratif Spirit and Truth Lifeline Ministries en 2013. McCraney habitait à seulement 1 kilomètre de la rue où les corps des filles ont été retrouvés. En mars 2019, McCraney a été arrêté et accusé de 2 chefs d'accusation de meurtre capital véhicule, un chef d'accusation de viol meurtrier et un chef d'accusation de meurtre capital pour les 2 meurtres. L'homme de 45 ans a plaidé non coupable et, lors des interrogatoires de police, il a nié connaître les filles.
Cependant, lorsque son procès a débuté en avril 2023, McCraney a avoué avoir rencontré JB quelques mois avant son décès au centre commercial. Il avait 24 ans et était marié en 31 juillet 1999 et a déclaré que le couple avait prévu de se rencontrer le 31 juillet, mais a affirmé qu'elle n'était jamais venue, alors il était allé chez sa mère. Il a affirmé que JB avait le numéro de sa mère, qu'il avait attendu son appel, mais en vain. Vers 11h30 cette nuit-là, McCraney a quitté la maison de sa mère pour rentrer chez lui. Mais sa voiture est tombée en panne en route, alors il s'est arrêté à une station-service, la même station Chevron, où les filles s'étaient arrêtées à peu près au même moment. En apercevant JB et Tracy, il s'est approché d'eux et leur a indiqué comment quitter la ville. Et JB et McCraney sont allés à son camion, où il a prétendu que les deux avaient eu des relations sexuelles consenties. Les filles auraient ensuite déposé McCraney près de chez lui et il a affirmé ne jamais les avoir revues. Il a également déclaré qu'il ignorait que Gilbia B. Beasley, dont le meurtre non résolu faisait la une en 1999, était la même fille qu'il connaissait sous le nom de Jennifer et qu'il avait vue la nuit de son décès. La police n'a jamais pu établir si JB connaissait vraiment McCraney avant sa mort. Il n'y avait aucune preuve pour corroborer son histoire, affirmant que les deux avaient planifié de se voir et s'étaient rencontrés des mois auparavant. Le 26 avril 2023, McCraney a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 3 mois plus tard, McCraney s'est vu refuser un appel pour un nouveau procès, mais plus tôt cette année, son avocat a déposé une autre motion auprès de la Cour d'appel criminelle de l'Alabama. McCraney purge actuellement sa peine à William A. Donaldson Correctional Facility dans le comté de Jefferson en Alabama. Il maintient son innocence. Amore Wiggins, autrefois connu sous le nom d'Opelika Jane Doe. Le 28 janvier 2012, dans le parc de caravanes de Brookhaven dans la ville d'Opelika, en Alabama, un résident a trébuché sur un petit crâne humain et a signalé sa découverte à la police. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert d'autres restes humains, ainsi qu'une chemise rose à manches longues avec des boutons en forme de cœur et des volants. Alarmées par ce qu'elles avaient récupéré, surtout que les os étaient incontestablement ceux d'un enfant, les autorités ont commencé à chercher l'identité du défunt. Il a rapidement été établi que le crâne était celui d'une jeune fille afro-américaine âgée de 4 à 7 ans. Un examen approfondi de ses restes a révélé qu'elle avait été mal nourrie pendant sa vie et qu'elle aurait eu une déformation visible sur son œil gauche qui aurait pu être naturelle mais qui a peut-être été causée par une blessure ou des sévices physiques. Les enquêteurs ont par la suite fouillé les registres de naissance et d'école à la recherche d'un enfant qui correspondait à leur Jane Doe, mais ils n'ont rien trouvé. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé une image de ce à quoi Jane Doe aurait pu ressembler, mais cela n'a pas apporté de réponse. En septembre 2016, une piste notable est apparue lorsqu'un ancien enseignant d'une école biblique de vacances, opérant à partir de l'église Greater Peace à Opelika, à environ 10 minutes de l'endroit où les restes ont été trouvés, a fourni aux enquêteurs des photographies d'un enfant prises à l'été 2011. La fille ressemblait à leur Jane Doe, y compris ayant une déformation de l'œil, et avait environ 4 ou 5 ans lorsque les images ont été capturées. L'enseignant se souvenait que la petite fille était négligée et sale et qu'elle était très silencieuse, restant principalement en retrait. Elle a ajouté que la fille avait du mal à communiquer avec les autres enfants. Malheureusement, l'enseignant ne pouvait pas se souvenir de son nom, et il n'y avait pas de registre d'elle car l'église n'enregistrait pas officiellement les enfants présents à l'événement. Malgré la diffusion des images de la fille par la police, personne ne l'a identifiée. Ne disposant que de peu d'autres pistes, les enquêteurs ont fait appel à Outram Inc., une autre entreprise de généalogie génétique bien connue, pour aider à identifier leur Jane Doe. En octobre 2022, Opelika Jane Doe a finalement été identifiée comme étant Amore Wiggins, âgée de 5 ans. Amore était née de Lamar Vickerstaff et Sherry Wiggins, mais au moment de sa mort, elle était sous la garde exclusive de son père, Vickerstaff, âgé de 50 ans, qui avait passé du temps dans la marine. 2 mois après que son identité a été établie, les enquêteurs se sont rendus à la station navale de Mayport à Jacksonville, en Floride, pour informer Vickerstaff de la mort d'Amore. Il n'a fourni aux détectives aucun détail sur sa fille, et fait notable, ne l'a jamais signalée disparue. Les autorités ont également appris à cette époque qu'Amore n'était pas inscrite à l'école au moment de sa mort. La femme de Vickerstaff, Ruth, qu'il a épousée en 2006, a prétendu qu'elle ne connaissait pas sa fille et ne savait pas qui était la mère de son enfant, bien que Sherry soit plus tard identifiée par des généalogistes.
Sherry vivait dans le Maryland lorsqu'elle a été approchée plus tard en décembre et a confirmé qu'Amore était sa fille. Elle a fourni des documents juridiques prouvant qu'elle avait peu à voir avec sa fille depuis que Vickerstaff avait obtenu la garde complète et qu'elle avait continué à payer une pension alimentaire bien après sa mort. Elle a ajouté que ce n'était pas de son propre choix qu'elle n'a pas vu Amore après 2009, affirmant qu'elle est allée au tribunal à plusieurs reprises pour essayer d'obtenir la garde d'Amore. En raison de leur séparation, elle n'a pas signalé la disparition d'Amore pensant qu'elle était avec son père. Le 17 janvier 2023, Vickerstaff et sa femme ont été arrêtés à Jacksonville. L'homme de 50 ans a été accusé de meurtre avec préméditation, tandis que lui et Ruth ont été accusés de ne pas avoir signalé un enfant disparu. Lors d'une audience préliminaire en mars, le détective Alfred White a déclaré au tribunal que lors d'une série d'entretiens, Ruth Vickerstaff a admis qu'elle n'avait pas été entièrement honnête lors de ses premiers échanges avec la police, car elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a affirmé que le couple avait eu la garde d'Amore, mais qu'elle avait été dépassée par les besoins de la fillette et avait demandé à Vickerstaff d'emmener Amore chez sa famille, qui vivait en Alabama. Elle a affirmé qu'après sa demande, elle n'a plus revu la fillette de 5 ans, supposant qu'elle était sous la garde d'autres membres de la famille. Pendant ce temps, Vickerstaff aurait avoué avoir assassiné Amore lors de son entretien avec la police. Cependant, il a nié avoir infligé les blessures observées sur ses restes, y compris la déformation de l'œil, car les photos antérieures d'Amore montrent qu'elle n'est pas née avec. Il n'a pas divulgué les détails de sa mort, mais a ajouté qu'il avait tenté de ramener Amore à la vie après sa mort, qui est survenue entre 2010 et 2011. Les reportages ont indiqué qu'Amore avait subi plus de 15 fractures avant sa mort. Vickerstaff s'est vu refuser la libération sous caution tandis que Ruth l'a obtenue mais doit porter un bracelet électronique en attendant son procès. Au cours de leurs entretiens avec les Vickerstaff, la police a également appris qu'une personne avait signalé anonymement les abus subis par Amore à la Child Protective Services en Virginie, où elle et les Vickerstaff vivaient à l'époque. Ruth a déclaré que la Child Protective Services avait effectivement été appelée, mais qu'ils n'auraient prétendument rien trouvé d'inquiétant lors de leur visite à la famille. Cependant, la police n'a pas encore réussi à obtenir les dossiers de la Child Protective Services concernant l'incident. Les Vickerstaff attendent toujours leur procès. Rita Curran. En 1971, Rita Curran, 24 ans, était enseignante de 2e année et femme de ménage à Burlington, Vermont. C'était sa première expérience de vie loin de chez elle, partageant son nouvel appartement avec 3 colocataires qu'elle connaissait à peine. Mais la première incursion de Rita dans l'âge adulte à temps plein a été brusquement interrompue lorsque, aux premières heures du matin du 20e juillet 1971, l'un de ses colocataires l'a découverte morte. Une autopsie a révélé que Rita avait été battue, agressée sexuellement et asphyxiée, les rapports notant qu'elle avait livré une lutte acharnée contre son agresseur, bien que, tragiquement, elle avait finalement perdu. En enquêtant sur la scène, la police a découvert un seul mégot de cigarette près du bras de Rita, qui a été mis en sac comme preuve, mais sinon ils avaient peu d'indices et encore moins de pistes. Plusieurs résidents de l'immeuble où vivait Rita ont été interrogés, y compris les DeRue, un couple qui vivait dans un appartement 2 étages plus haut. Notamment, William DeRusse avait un casier judiciaire et les enquêteurs le considéraient comme un suspect. Mais sa femme lui a fourni un alibi pour le moment du meurtre. Il a donc été écarté comme étant impliqué. Les enquêteurs ont brièvement considéré Ted Bundy comme suspect dans la disparition de Rita, car elle travaillait près de son lieu de naissance. De plus, un ancien agent du Federal Bureau of Investigation pensait que la scène de crime ressemblait à une laissée par Bundy. Mais Bundy a finalement nié toute implication en 1989, à la veille de son exécution. Il y avait 13 suspects distincts à un moment donné pendant l'enquête, mais la police n'a jamais eu suffisamment de preuves pour inculper l'un d'entre eux. Le cas de Rita est resté dormant pendant des décennies. En 2014, un profil acide désoxyribonucléique créé à partir d'un mégot de cigarette ne correspondait à personne dans les bases de données nationales. 5 ans plus tard, le mégot de cigarette a été testé, cette fois par une équipe de généalogie génétique qui a conclu que l'acide désoxyribonucléique sur le mégot était lié à la famille DeRusse, le même couple qui vivait 2 étages au-dessus de Rita au moment de sa mort. Un demi-frère de William DeRusse a parlé avec les enquêteurs et a soumis son acide désoxyribonucléique, ce qui a davantage prouvé que le suspect probable dans l'affaire était DeRusse malgré son alibi. 50 acides désoxyribonucléiques, prélevés sur la robe de chambre déchirée de Rita, correspondaient à celui du mégot de cigarette. En creusant davantage dans le passé de DeRusse, les détectives ont découvert que le couple avait quitté le Vermont juste après le meurtre et s'était ensuite séparé.
De Ruz a déménagé en Thaïlande, où il serait devenu moine bouddhiste, tandis que sa femme a été retrouvée en Oregon, où elle avait changé de nom. Lorsqu'elle a été confrontée par les enquêteurs, elle a admis qu'elle avait menti à la police en affirmant que son mari était avec elle au moment du meurtre de Rita. Les détectives ont conclu qu'ils ne croyaient pas qu'elle savait que De Ruz était impliqué, mais pensaient qu'elle le protégeait parce qu'il venait de se marier et que De Ruz avait déjà un casier judiciaire. Son ex-femme a révélé que le couple s'était disputé dans la nuit du 20 juillet et que De Ruz avait quitté l'appartement pour se calmer. Le lendemain, il lui a dit de dire à la police qu'il était resté chez eux, craignant que son casier judiciaire ne le rende suspect. Le détective Thomas Chenette a dit « Je pense qu'elle a menti à l'époque parce qu'elle était jeune, elle était naïve, elle venait de se marier, elle était amoureuse. » Il est également apparu lors de l'enquête sur Darus qu'il s'était remarié en 1974. Cette deuxième épouse a dit aux autorités qu'il était sujet à des accès de violence soudains et a décrit 2 cas où Darus avait été brusquement violent. Dans un cas, le couple parlait avec une amie quand il a sorti un couteau de poche et l'a poignardé dans l'abdomen sans raison apparente. Bien que Darus ait été arrêté pour l'agression, les amis ont refusé de porter plainte. Un deuxième incident s'est produit lorsque le couple dînait, Darus a tendu la main et a commencé à étrangler sa femme sans provocation. Après cela, la femme a demandé le divorce. Darus ne peut être arrêté et inculpé car il est mort d'une overdose de drogue en 1983 à 46 ans. Les enquêteurs considèrent le cas de Rita comme clos. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez alertes, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.